Peu de pays au monde ont une histoire aussi récente et, en même temps, aussi marquée par la tragédie que le Sud-Soudan. Depuis son indépendance en 2011, ce jeune pays est devenu le symbole de tout ce qui défie la logique, une terre riche en ressources naturelles, mais dévastée par l'extrême pauvreté, la violence incessante et une instabilité qui semble ne pas avoir de fin. Comment un pays aussi jeune a-t-il pu devenir le théâtre d'un tel chaos en si peu de temps? Quels sont les secrets enfouis à l'intérieur de ses frontières et pourquoi sa lutte pour un avenir meilleur ressemble-t-elle à un combat contre l'impossible? Préparez-vous, car aujourd'hui, Bello Mundo va faire des révélations choquantes et dérangeantes sur le Sud-Soudan, qui vont bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Vous allez découvrir un aspect de l'histoire que peu de gens osent raconter. Numéro 1, Situation et géographie. Le Sud-Soudan est l'un des pays les plus jeunes du monde et se trouve au cœur de l'Afrique du Nord-Est. Entouré de 6 voisins majeurs, il partage ses frontières avec le Soudan au nord, l'Éthiopie à l'est, le Kenya et l'Ouganda au sud-est, la République démocratique du Congo au sud et la République centrafricaine à l'ouest. Avec plus de 619 000 km², le territoire est une véritable mosaïque géographique. Des plaines infinies et savanes dorées aux marécages gigantesques, le paysage est façonné par l'impressionnant sud, l'une des plus grandes zones humides de la planète. Cet incroyable écosystème est alimenté par le Nil Blanc, qui traverse le pays comme une artère vitale, alimentant l'agriculture, les transports et une impressionnante biodiversité. En parlant de biodiversité, préparez-vous à une scène digne d'un documentaire du National Geographic, le pays abrite l'une des plus grandes migrations d'antilopes au monde. Chaque année, des millions de ces animaux traversent les vastes plaines, créant un spectacle naturel saisissant. Ce spectacle est si grandiose qu'il a été comparé à la célèbre migration du Serengeti, où les gnous et les zèbres parcourent des kilomètres entre le Kenya et la Tanzanie. En ce qui concerne le climat, le Sud-Soudan est tout aussi diversifié. Le climat est divisé en 2 saisons principales, la saison des pluies, d'avril à octobre, lorsque la végétation pousse et que les champs verdissent, et la saison sèche, de novembre à mars, lorsque la chaleur intense et les zones arides dominent la scène. Ces changements affectent directement l'agriculture et les activités quotidiennes, obligeant la population à s'adapter en permanence. Numéro 2, la richesse en eau. Toujours à propos de la géographie du pays, quand on pense à un pays, on n'imagine peut-être pas qu'un fleuve puisse dicter le rythme de la vie locale. Au Sud-Soudan, c'est pourtant ce que fait le Nil Blanc. Pour ceux qui l'ignorent, le Nil Blanc est l'un des principaux affluents du célèbre fleuve Nil, oui, celui qui, en Égypte, a soutenu l'une des plus anciennes et des plus grandes civilisations de l'histoire. Sur cette parcelle de terre, c'est le gouvernement qui décide où les gens peuvent vivre, comment ils vivent et même ce qu'ils mangent. Cela vous semble exagéré? Ce n'est pas le cas. Pendant la saison des pluies, le Nil Blanc déborde, engloutissant les terres, chassant les familles de leurs maisons et transformant la vie quotidienne en une course contre les eaux. Lorsque la saison sèche arrive, c'est l'inverse qui se produit, la chaleur extrême et le manque de pluie font de l'accès à l'eau un défi désespéré. Ce cycle constant d'extrêmes transforme la vie autour de la rivière en une bataille quotidienne. Les pêcheurs dépendent de bancs qui peuvent disparaître à tout moment. Les agriculteurs doivent ajuster leur culture en fonction de la montée ou de la baisse du niveau de l'eau. Les éleveurs de bétail marchent des kilomètres pour trouver des pâturages pour leurs troupeaux. Numéro 3, la diversité ethnique et culturelle. Si la géographie du Sud-Soudan est déjà impressionnante, sa diversité culturelle est un chapitre à part entière. Le pays abrite des dizaines de groupes ethniques, tels que les Dinkas, les Nuer et les Chiyuks, dont les traditions sont si uniques qu'il est difficile de ne pas être fasciné. Certains sont passés maîtres dans l'élevage du bétail, d'autres excellent dans la pêche, tandis que d'autres encore sont connus pour leurs talents artistiques, sculptant le bois ou créant des instruments de musique. Parmi eux, les Dinkas se distinguent comme la tribu la plus nombreuse et sans doute l'une des plus intrigantes. Avec environ 3 millions de membres, la vie des Dinkas tourne autour du bétail, qui est bien plus qu'une source de nourriture. Selon eux, le nombre de bovins reflète le statut, le rôle social et même la spiritualité. Mais ce n'est pas tout. Dans la culture Dinka, la valeur d'une mariée se mesure en vaches, les frères héritent des veuves de leurs frères et sœurs décédés, et l'utilisation de l'urine et de la bouse de vache pour les soins de la peau est un rituel essentiel. En effet, le pipi de vache est considéré comme un secret de beauté indispensable.
Ajoutez à cela la croyance selon laquelle un sacrifice est nécessaire pour rétablir l'équilibre spirituel. À ce sujet, nous avons une vidéo ici sur la chaîne qui vous explique en détail cette tribu, les rituels de sang et le rituel bizarre de se baigner dans la bouse de vache et d'utiliser la bouse comme une sorte d'hydratant pour la peau. Alors après cela, ne manquez pas de regarder la vidéo « La communauté la plus mystérieuse d'Afrique ». Les secrets obscurs de la vie des femmes d'Inca. Numéro 4, le bétail n'est pas que du bétail. Alors que pour beaucoup de gens, le bétail n'est qu'un animal de ferme, une source de viande ou de lait, au Sud-Soudan, les vaches, les buffles et les taureaux ont une signification bien plus profonde. Dans certaines communautés, le nombre d'animaux que possède un individu définit sa position, son prestige et même ses possibilités d'avenir. Vous voulez vous marier? Il vous faut des vaches. Vous voulez conclure des alliances avec d'autres familles? Échanger du bétail. Vous voulez montrer que vous êtes respecté au sein de votre groupe ethnique? Le bétail en dit long sur vous. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de familles qui élèvent, échangent et soignent ces animaux avec un zèle qui va au-delà de leur valeur économique. Et ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou de statut, le bétail est également lié aux rites de passage, aux célébrations religieuses, aux cérémonies funéraires et aux accords de paix. En cas de conflit entre groupes, le bétail peut devenir une monnaie d'échange pour sceller des traités ou compenser les pertes. Dans un scénario où les ressources matérielles sont limitées, le fait d'avoir ou non du bétail fait la différence entre la possibilité de négocier un mariage avantageux et l'affaiblissement de la lignée. Numéro 5, religion, langue, culture. Un pays diversifié avec des groupes diversifiés, c'est aussi des langues diverses. Bien que l'anglais soit la langue officielle, le Sud-Soudan compte plus de 60 langues locales. Oui, vous avez bien entendu, plus de 60. Cela signifie qu'en plus de hello, vous pouvez vous aventurer dans des salutations aussi diverses que les tribus du pays. En ce qui concerne la religion, le mélange est aussi impressionnant que les langues. Le christianisme est prédominant, mais il se mêle souvent à des croyances traditionnelles qui restent profondément enracinées. Ici, chaque groupe apporte sa propre façon de voir le monde. En témoignent les histoires racontées par les anciens, comme la légende de Nikang, héros culturel vénéré par les Chiyuks, qui pense qu'il est devenu l'esprit tutélaire de son peuple. Ou encore les récits des Dinka, qui parlent du bétail comme d'un don divin et d'un symbole du lien entre les hommes et le monde des esprits. Et la culture? Elle est pleine de vie. Les tambours marquent les rythmes. Chez les Nués, il est courant de voir hommes et femmes se rassembler en grand cercle pour le Jiyin, une danse qui célèbre l'arrivée de la pluie et la fertilité du sol. Les Azandes, quant à eux, exécutent des rituels de danse autour de tambours géants, utilisés pour effrayer les mauvais esprits et attirer les bonnes énergies pour la récolte. Ne prétendons pas qu'il ne s'agit que de fêtes. On ne peut parler de cette nation sans évoquer les difficultés auxquelles ses habitants sont confrontés. Numéro 6, l'histoire du pays le plus récent du monde. Le Sud-Soudan est littéralement le plus jeune pays de la planète, il n'est devenu indépendant qu'en 2011. Cette séparation n'a toutefois pas été un cadeau. Elle est le résultat de décennies de conflits, de négligence et de tensions qui ont divisé l'ancien Soudan en deux. Contrairement à certains pays africains, comme le Burundi, dont les frontières ont été façonnées par l'ingérence conjointe des Allemands et des Belges, le territoire du Soudan était administré par un partenariat entre le Royaume-Uni et l'Égypte, appelé le condominium anglo-égyptien. Malgré ce nom pompeux, dans la pratique, ce sont les Britanniques qui mènent la danse. Mais voilà le problème, le Nord et le Sud-Soudan étaient traités comme s'il s'agissait de deux mondes différents. Le Nord, avec sa forte influence arabe et musulmane, recevait des investissements, des écoles et des infrastructures. Le Sud, peuplé de gens ayant leur propre culture, a été laissé à l'abandon. Cette situation a créé un énorme fossé entre les régions, qui allait devenir l'élément déclencheur et la base de l'une des histoires les plus sanglantes de l'Afrique. Numéro 7, l'indépendance. Lorsque le Soudan a obtenu son indépendance en 1956, les problèmes n'ont pas disparu. Le gouvernement central, contrôlé par le Nord, continuait d'ignorer le Sud, qui commença à s'indigner de cette exclusion. Ce mécontentement a conduit à la première guerre civile soudanaise, qui a commencé avant même l'indépendance, en 1955, et ne s'est terminée qu'en 1970.
Ce premier conflit a mis en lumière la lutte du Sud contre l'oppression et la marginalisation, et a abouti à l'accord d'Addis-Abeba, qui accordait une autonomie limitée à la région. Cependant, la paix a été de courte durée. En 1983, l'imposition de la loi islamique dans tout le pays, y compris dans le Sud à majorité chrétienne qui adhérait aux croyances traditionnelles, a ravivé les tensions. La découverte de pétrole dans le Sud a encore intensifié les conflits, entraînant la deuxième guerre civile soudanaise, qui a duré jusqu'en 2005. Cette guerre a été encore plus dévastatrice, faisant des millions de morts et de déplacés, tandis que la population souffrait de la pauvreté et de l'absence de droits fondamentaux. Cette période sombre a pris fin avec l'accord général de paix, négocié par les puissances internationales, qui prévoyait une période de transition de 6 ans et l'organisation d'un référendum pour décider de l'avenir du Sud. En 2011, la population a voté massivement en faveur de la séparation et, le 9 juillet de la même année, le Sud-Soudan est devenu officiellement indépendant. L'indépendance a apporté la liberté, mais aussi d'énormes défis. Le pays est né en portant les cicatrices de décennies de guerre, de divisions internes et d'une infrastructure quasi inexistante. Et bien que l'indépendance ait été un accomplissement historique, la lutte pour la stabilité et la prospérité reste le plus grand défi de cette jeune nation. Numéro 8, l'extrême pauvreté. Malgré la richesse de son sol, la réalité de la majorité de la population du Sud-Soudan est différente, une grande pauvreté et une lutte quotidienne pour survivre. Avec environ 12 millions d'habitants, plus de 80% d'entre eux vivent dans des zones rurales, où la culture et l'élevage ne sont pas seulement des activités, mais la seule chance de mettre de la nourriture sur la table. Les chiffres ne laissent planer aucun doute. Selon la Banque mondiale, 82% de la population survit avec moins $1,90 par jour. Mais ce n'est pas tout, plus de 60% des personnes sont confrontées à la faim chronique, un scénario alimenté par les conflits, le changement climatique et la pandémie, qui n'ont fait qu'aggraver ce qui était déjà un problème gigantesque. Imaginez maintenant que vous viviez dans un endroit où, en plus de planter, vous devez espérer que la saison des pluies n'inonde pas tout ou que la sécheresse n'anéantisse pas vos récoltes. Cela semble dur, n'est-ce pas? Et pourtant, les ressources naturelles qui pourraient changer cette réalité, comme le pétrole et les minerais, sont entre les mains de quelques-uns. La corruption et le manque d'infrastructures font que la majorité ne voit que les miettes de cette richesse. C'est un cercle vicieux, la pauvreté alimente le manque d'opportunités, et le manque d'opportunités maintient le pays dans l'impasse. Mais ce qui révèle vraiment cette inégalité, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins médicaux. Numéro 9, eau, assainissement et santé. Si vivre avec si peu est déjà difficile, imaginez que vous n'ayez pas d'eau potable ou de toilette à la maison. Pour la moitié de la population, c'est la réalité. Environ 90% d'entre eux n'ont pas accès à des installations sanitaires de base, ce qui ouvre la voie à des maladies qui, avec un peu d'hygiène, pourraient être évitées. Et cela ne s'arrête pas là. Faute de centres de santé en nombre suffisant, tout problème simple peut devenir une menace sérieuse. Le manque d'hygiène, combiné à la malnutrition et à l'effondrement du système de santé, signifie que des maladies évitables emportent des vies et laissent des familles entières dans le dénuement. Mais pensez-vous que le gouvernement investit massivement dans la santé? Loin de là. Seuls 2,6% du budget y sont consacrés. Résultat? Des organisations comme Médecins sans frontières sont la seule option pour des millions de personnes. Elles apportent des vaccins et des traitements aux habitants des régions les plus reculées, mais l'effort revient à essuyer de la glace. Sans eau potable, sans toilette et avec un système de santé défaillant, la population vit dans un triangle de difficultés. Et pendant ce temps, les solutions semblent toujours loin d'être à portée de main. Numéro 10, l'éducation. La situation de l'éducation est un autre indicateur alarmant du niveau de pauvreté et d'abandon de l'État. Plus de 70% des enfants ne sont pas scolarisés, et la raison en est aussi simple que cruelle, pour de nombreuses familles, la survie au quotidien est plus urgente que les études. Entre l'aide aux champs, les soins au bétail et les tâches ménagères, l'apprentissage passe au second plan. Et si la situation est difficile pour tous les enfants, elle est encore pire pour les filles. Les normes culturelles qui donnent la priorité au mariage des enfants et au travail domestique les empêchent d'aller à l'école avant même qu'elles n'aient une chance de commencer. Mais cela ne s'arrête pas là.
Le trajet jusqu'à l'école, ou même jusqu'aux activités de base, est un risque permanent. De nombreuses filles sont confrontées à des menaces telles que le harcèlement, les agressions et les violences sexuelles lorsqu'elles vont chercher de l'eau ou de la nourriture, ou même lorsqu'elles utilisent les toilettes de la communauté. Dans les zones de conflit, la violence s'aggrave, avec notamment des enlèvements et des meurtres qui détruisent des vies et des communautés entières. Et le résultat de ce scénario, tout le monde le connaît déjà, n'est-ce pas? Sans accès à l'éducation, le cycle de la pauvreté ne fait que se perpétuer, privant des générations entières d'opportunités qui pourraient changer leur vie. Numéro 11, l'avenir. Malgré tous ces défis, tout n'est pas perdu. Saviez-vous que l'espérance de vie au Sud-Soudan, qui était de 48 ans il y a 20 ans, est aujourd'hui de 57 ans? Cela peut sembler peu par rapport au reste du monde, mais cela montre que certaines initiatives font la différence. Une grande partie de ces progrès est due au travail des ONG et des organisations internationales. Elles apportent des vaccins, des traitements médicaux et des soins essentiels à des communautés qui, sans cette aide, seraient totalement démunies. Mais est-ce suffisant? Comment transformer ces petits pas en changements réellement durables? Sans un investissement sérieux dans la santé, l'éducation et les infrastructures, ces améliorations finissent par n'être que palliatives. Et l'avenir de millions de personnes continue de dépendre de réponses qui semblent encore lointaines. C'est ainsi que s'achève notre voyage au Sud-Soudan. Connaissiez-vous déjà tous ces détails sur l'histoire, les difficultés et les curiosités de ce pays? Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez explorer des histoires marquantes et des lieux qui cachent des réalités méconnues, restez dans les parages, il y a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble dans ce Bello Mundo. Rendez-vous à la prochaine destination.